Aujourd'hui, je vais te montrer précisément toutes les phases, toutes les étapes par lesquelles tu vas passer si tu veux t'épanouir avec ton potentiel. Il y a exactement 7 étapes que tu vas devoir traverser pour t'aligner réellement avec qui tu es vraiment, pour tomber ton masque et laisser s'exprimer tes véritables valeurs. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Si tu me découvres par l'intermédiaire de ces vidéos, eh bien j'aide les personnes au potentiel à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu as envie de changer positivement ta vie. Alors, aujourd'hui, on parle de phase d'épanouissement avec les hauts potentiels. Donc, que ce soit pour toi ou que ce soit pour tes enfants, en tout cas, le cheminement va être le même. Et tu te retrouves peut-être aujourd'hui à te dire « Je suis un petit peu frustré d'avoir pris connaissance de l'existence éventuelle d'un haut potentiel. J'ai peut-être une suspicion d'être haut potentiel ou un de mes enfants, j'ai un doute sur le fait qu'il soit haut potentiel ou pas. » Bien, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? Quelle est la révélation qu'il y a derrière tout ça? À quoi ça sert? Où ça va m'amener? Où ça va m'amener? En tout cas, quelles sont les étapes? Et il faut savoir que, justement, il y a 7 étapes qui vont succéder justement au fait que tu vas apprendre, que tu sois surefficient ou pas. Et il y a 2 options. La première, c'est de te dire, ok, en fait, j'ai appris que je suis surdoué, je ne sais pas quoi en faire, voilà, je l'ai appris, voilà. Deuxième étape, c'est de te dire, ok, j'ai une surdouance, une surefficience, j'ai un haut potentiel. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? C'est quoi les étapes suivantes, les marches à gravir pour aller plus loin et justement apprendre peut-être à m'en servir. Donc, je vais te détailler toutes les étapes qu'il y a. Donc, il faut savoir que j'accompagne des centaines de hauts potentiels. Ce que je vais t'expliquer là, c'est pas encore une fois sorti d'un chapeau de magicien, c'est pas du théorique, c'est du pratique, c'est du concret, c'est du vécu. Je suis passé moi-même par là et les personnes que j'accompagne passent elles aussi par là. J'ai pu vérifier à chaque fois ces étapes et c'est très répétitif. On passe quasiment, tous les hauts potentiels passent par ces étapes. Et il faut savoir que ces étapes ressemblent quasiment trait pour trait à des étapes d'un deuil. Quand on perd une personne qui nous est chère ou un être cher, on passe par des étapes de deuil. Et bien les étapes que je vais t'expliquer se rapprochent très près des étapes de deuil et je vais t'expliquer pourquoi. Première étape, c'est la sidération. C'est une courte phase qui dure de quelques heures à 3 jours à peu près grand maximum. C'est-à-dire que le haut potentiel est comme submergé par l'annonce de sa surefficience qui la laisse sans émotion apparente, comme en état de sidération, tu vois, un petit peu comme un lapin qui est pris devant les phares d'une voiture en pleine nuit, il est comme ça, d'un coup, il vient d'avoir un choc et il n'y a aucune émotion qui sort, c'est la sidération. Ça ne dure pas très longtemps, quelques heures, 3 jours grand maximum, on reste un petit peu comme ça, un petit peu abasourdi de ce qu'on vient d'apprendre. Deuxième étape, c'est le déni. C'est une réaction qui est temporairement salvatrice à cette sorte de douleur insurmontable. Le déni, c'est le refus, voire l'impossibilité d'intégrer l'information. Le haut potentiel refuse de considérer l'information qui lui est donnée.
Et là, il va être dans le déni total. Il va dire, soit c'est le thérapeute qui était incompétent, trop jeune, trop vieux, il a fait une erreur de diagnostic, soit les questions qu'il m'a posées étaient trop faciles, ou alors j'ai réussi à berner l'examinateur quand il m'a fait faire un test de douance, donc je m'en suis pas trop mal sorti, ça a faussé le test, ou alors il va piocher dans son passé en disant « j'ai toujours été nul à l'école, j'ai toujours été nul dans mon job, j'ai toujours été nul à la maison, donc j'ai jamais rien réussi dans ma vie, donc je ne peux pas être surefficient au potentiel. » Donc il va chercher, il va dénier son haut potentiel, en sachant que l'échec dans la vie, c'est justement un critère très récurrent des hauts potentiels qui ont du mal à exploiter leur potentiel avec les méthodes des neurotypiques. Donc, c'est la phase de déni, c'est la phase dans laquelle le haut potentiel refuse la vérité. C'est pas possible. C'est une phase brève qui va de un jour à un mois, mais qui peut se révéler lourde de conséquences si le haut potentiel est incapable d'y mettre fin. C'est-à-dire s'il est incapable de dire « Ok, bon, j'ai juste cette phase de refus, mais c'est vrai que quand même, les faits sont là, je peux aller plus loin. » Et si le haut potentiel reste dans cette phase de déni, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas sa douance, eh bien il va emprunter un deuxième chemin. Au lieu de prendre dans son chemin d'épanouissement, il va prendre un deuxième chemin dans lequel il va se remettre son faux self, son faux masque. Il ne sera pas lui et il va continuer sur le mauvais chemin jusqu'à un burn-out, un problème de santé, etc., etc. Donc c'est une phase brève, un jour, un mois, mais il y a une conséquence si on ne passe pas cette phase de déni. Après cette phase de déni, il arrive la phase de colère. Ça arrive avec la prise de conscience de la réalité de la nouvelle. Le haut potentiel se révolte contre ce qu'il ressent comme une injustice. Et il peut trouver un exutoire en désignant un responsable. C'est la faute à qui ? Face à l'absence de réponse, parfois, la réactivité s'exacerbe. C'est une étape qui, franchement, un petit peu douloureuse et délicate à traverser, où il va y avoir beaucoup de contradictions internes, d'accusations, de sentiments de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la faute à qui ? C'est la faute à mes professeurs, c'est la faute à mes parents qui n'ont pas su reconnaître ça, à l'école on aurait dû me le dire, et puis mon médecin généraliste aurait dû m'en parler, et c'est la colère, je ne comprends pas. Cette phase, elle est assez rapide aussi, ça va de un jour à un mois. La colère monte et puis elle redescend. Une fois que cette colère redescend, qu'est-ce qui se passe ? C'est la quatrième phase, c'est ce que j'appelle la relecture de sa vie. Là, le haut potentiel a terminé sa phase de colère, il commence un petit peu à prendre conscience de qui il est, et il se dit, tiens, si je revisite tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, avec la lecture du fait que je suis haut potentiel, eh bien, ça va lui permettre de mieux comprendre ses réactions, mieux comprendre les réactions des autres. Il va dire « Ah mais d'accord, mais en fait c'est pour ça que je réagissais comme ça quand j'étais plus jeune, c'est pour ça que les autres réagissaient comme ça avec moi dans telle ou telle situation. » Bref, il y a une relecture, et un petit peu comme une pièce de puzzle qui se met en place, tout commence à s'emboîter, et là, le haut potentiel a une relecture de sa vie avec un nouvel élément, le fait qu'il était haut potentiel depuis le début de sa naissance, et c'est pour ça qu'il réagissait comme ça, c'est pour ça que les personnes autour de lui réagissaient comme ça. Cette relecture, c'est aussi une phase assez rapide, ça dure à peu près d'une journée à une semaine, où on va revisiter toute son historique, toutes ses archives, en ayant une deuxième lecture. Passé cette quatrième phase, il y a la cinquième phase, qui est un petit peu plus complexe, c'est la phase de dépression et de douleur. En venant à reconnaître que le haut potentiel a bien perdu quelque chose, son ancienne personnalité, qui ne sera plus jamais la même, ou s'il a l'impression qu'on lui a volé quelque chose, c'est-à-dire volé toute sa vie par rapport au fait qu'il était haut potentiel qu'on ne lui a jamais dit, eh bien il arrive une sorte d'abattement et une profonde tristesse qui est liée à la conscience réelle d'avoir perdu quelque chose. Et là, il peut sombrer dans la déprime, dans la dépression, incapable d'affronter le quotidien, assez passif, il ne voit aucune issue à tout ça. Ça n'a plus aucun sens, c'est trop tard, je peux plus rien faire, ma vie est foutue, c'est la dépression et la douleur.
Cette phase, si elle stagne trop longtemps, doit être l'alerte d'un éventuel état pathologique à régler avec un thérapeute. Donc cette phase de dépression et de douleur, elle peut durer de 1 semaine à plusieurs mois. C'est-à-dire 1 semaine par laquelle d'un coup on se retrouve en down, en train de dire là, mais en fait à quoi ça sert, comment je fais, j'ai pas de solution. Si ça dure 1 semaine à peu près, c'est normal. Si ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là c'est un état pathologique, il faut consulter rapidement. C'était la 5e phase. Passé cette phase, il y a la 6e phase, c'est l'acceptation, que j'appelle aussi le soulagement. L'acceptation. C'est un moment où le haut potentiel déprimé trouve en ses ressources propres, ou avec un accompagnement, la force de sortir de sa douleur et de son isolement. Il a pris la distance avec le pic émotionnel qu'il a vécu, et il s'interroge sur des moyens justement de se reconstruire par rapport à ça. Il va intégrer sa potentialité en acceptant qu'elle peut ou qu'elle doit changer de comportement pour s'épanouir. Et il se rend compte qu'il y a un mode d'emploi qui existe, qui est totalement différent de celui qu'il utilisait jusqu'à présent. Le mode d'emploi des hauts potentiels. Alors que lui, jusqu'à présent, il avait le mode d'emploi des normaux pensants. C'est un petit peu comme si on avait le mode d'emploi en chinois qu'on ne comprend pas, alors qu'on a besoin d'un mode d'emploi en français. Et là, il se dit, je peux le faire, je peux changer, je sais que je peux ou que je dois changer, mais je ne me comporte pas encore comme je devrais pour m'épanouir totalement, ou je ne sais pas encore comment me comporter pour m'épanouir totalement, mais je sais que ça existe et que je peux le faire et que d'autres l'ont fait. Donc c'est cette phase d'acceptation qui est aussi une phase de soulagement dans laquelle on se dit j'accepte que je suis comme ça, je sais que je dois changer mon comportement pour aller mieux, pour m'épanouir. Je suis soulagé de ça, mais je ne sais pas encore ni comment le faire, ou je le fais mais pas encore assez souvent. Et il arrive la 7e phase, la 7e et dernière phase, c'est la phase d'autorisation, qui est le plus haut degré d'intégration de son haut potentiel. La phase d'autorisation, c'est lorsque la réalité est vraiment admise. Parce qu'avec l'acceptation, on accepte qu'on est surdoué, mais on ne l'a pas intégré. Là, dans cette 7e phase, la réalité est admise. Le haut potentiel peut s'épanouir dans sa vie. Il y aura eu un avant et il y a un après. Il a compris qu'il peut vivre en n'étant plus la même personne, sans oublier jamais comment il a été. Et là, il va commencer à s'autoriser, c'est pour ça que j'appelle cette phase d'autorisation. Il s'autorise à faire des choses. Il agit comme un haut potentiel. Et là, la plupart des gens qui viennent me voir me disent « Mais comment on doit agir en haut potentiel ? C'est quoi agir comme un haut potentiel ?» Eh bien, il va commencer à prendre des décisions, des choix de vie en tenant compte de son haut potentiel. Il va comprendre que avoir la réponse juste et se faire confiance, c'est normal, même s'il n'arrive pas à expliquer le comment. Parfois, le haut potentiel a une réponse juste à un problème, à quelque chose qui lui arrive, mais jusqu'à présent, il ne se faisait pas confiance. Parce qu'il s'est dit non, mais moi j'ai jamais réussi, je n'ai jamais eu la bonne solution, c'est pas possible, je sais pas comment faire. Alors qu'en fait, il a souvent la bonne réponse dans la plupart des cas, mais il ne se fait jamais confiance. Et là, dans cette étape-là, il a la réponse juste et il se fait conscience, même s'il sait que parfois il n'arrive pas à expliquer le comment. Et il va commencer à écouter son corps, c'est-à-dire écouter ses émotions, qui ont quasiment tout le temps la bonne réponse. Le potentiel est arrivé en étant coupé de ses émotions par rapport au masque social, au faux self qui s'est mis pour se protéger. Eh bien, il va commencer à se reconnecter à ses émotions, donc à son corps, à ses sensations, à les réapprivoiser, à les comprendre, parce que les émotions, lorsqu'il va avoir, on peut appeler ça l'intuition aussi, les sensations, ces intuitions en général sont liées aux émotions et sont les bonnes réponses. Tiens, il rencontre quelqu'un, d'habitude il va se dire « Oh mais c'est peut-être une opportunité, il faut quand même que je lui parle tout ça », alors que la première émotion, la première intuition était « Non, cette personne elle n'est pas bonne pour toi », eh bien il va commencer à écouter. Il va dire « Non, en fait cette personne-là, j'ai une mauvaise intuition, j'écoute mon intuition maintenant,
cette personne, je préfère même pas la connaître. Ou alors, il va avoir des gens sur lesquels, ou des personnes, ou des situations, ou des lieux, ou des événements dans lesquels il va avoir des émotions positives. Il va dire, ah tiens, il faut que j'écoute mes émotions sont bien plus rapides, c'est ma cognition qui marche beaucoup plus rapidement que la moyenne, mais j'arrive pas à comprendre le comment, mais je dois l'écouter. Et donc, il va commencer à agir comme un haut potentiel. Prendre des décisions, avoir des réponses justes sans expliquer le comment, et écouter ses émotions, écouter ses intuitions. Et là aussi, il s'autorise à faire des choses, mais il refuse aussi de faire d'autres choses. Il apprend la puissance du mot non. Il va arrêter de faire des choses qui sont mauvaises pour sa santé physique ou sa santé psychique. Parce que le haut potentiel est aussi un hyper empathique, un hyper émotionnel. Donc, il va refuser, il va apprendre en tout cas à refuser, à dire non à des personnes qui lui proposent des choses. Ah mais tiens, je t'invite ce soir, il y a plein d'amis, tu vas voir, on va faire un truc sympa. Ok, super. Là, en général, qu'est-ce que tu fais? T'arrives, tu rentres dans la soirée, et puis d'un coup, en quelques secondes, quelques minutes, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens que soit tu vas t'emmerder, soit ça va être une mauvaise ambiance, mais par diplomatie, tu vas rester, tu vas essayer de te forcer à te mêler tout ça. Ben non. Tu vas apprendre à dire non, mais en fait, je suis venu, désolé, je te fais la bise, merci, mais je vais pas rester, excuse bonne ou mauvaise, je ne reste pas, je repars, parce que c'est mauvais pour toi, pour ta santé physique et ta santé psychique. Ou tu vas dire non à des projets. Non, ce projet, il n'est pas fait pour moi, ça ne respecte pas mes valeurs, ça ne respecte pas mes émotions, je ne le fais pas. Non, Et c'est s'autoriser à ne pas faire des choses aussi. Donc, la phase d'autorisation, la 7e phase, c'est s'autoriser à faire des choses et s'autoriser à refuser des choses de haut potentiel, et refuser ce qui peut justement aller te faire du mal physiquement ou psychiquement. Mais dans cette 7e phase, qui paraît être une phase extraordinaire, mais il y a un côté négatif. Parce que dans cette phase, tu vas dire oui, tu vas dire non, mais tu vas automatiquement perdre des personnes autour de toi, proches ou moins proches, parce que ces personnes-là, elles se sont habituées à toi avec ton faux self, avec lequel tu disais avec ton masque « oui, c'est bon, je le fais », mais intérieurement tu souffrais, et là tu lèves le masque, tu vas dire « non, maintenant je le fais plus ». Comment ça, il fait plus, il ne me répond plus, il n'est plus le même, etc. Donc certaines personnes, il faut être conscient que tu vas perdre certaines personnes de ton entourage. Il va y avoir une sorte de nettoyage de ton entourage, pour ton bien bien sûr. Mais le bon côté, le deuxième effet qui se coule, c'est que en laissant de la place, ces personnes, elles partent, laissent de la place, l'univers a horreur du vide, tu vas attirer de nouvelles personnes et tu vas gagner de nouvelles personnes qui vont être beaucoup plus en accord avec qui tu es vraiment. Et là va se dessiner un nouveau contexte, un nouveau paradigme, un nouvel environnement beaucoup plus propice à ton épanouissement. Donc, ces étapes que je viens de te citer, ces 7 étapes, c'est une incontournable nécessité si tu es au potentiel. Toutes ces phases peuvent durer entre 1 ou 2 ans, ça dépend, les personnes. Parfois, c'est beaucoup plus court, mais il y a un certain temps, parfois beaucoup plus. Mais l'ordre importe peu aussi dans les phases. Tu peux avoir certaines phases qui s'intercalent une avant l'autre, mais l'essentiel est que chaque phase de cette acceptation soit absorbée et comprise. Et lors du mécanisme de défense qui est le déni, pour résister au choc, qui est source de traumatisme, le choc de l'annonce de son haut potentiel, et selon la sensibilité de chacun, la confrontation avec un dépistage de la surefficience peut être nécessaire. Parce qu'il faut savoir que dans les hauts potentiels, 97% des hauts potentiels vont avoir besoin d'un test qui leur prouve officiellement qu'ils sont hauts potentiels. C'est un besoin pour passer une étape. Et seulement 3% n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que 3% des hauts potentiels vont dire non, j'en suis persuadé, je m'auto-proclame, je suis haut potentiel, je le sais profondément, j'ai compris que je l'étais, j'ai pas besoin d'un test. Voilà. Ceux-là, ils sont très rares, c'est 3%. Et la grande majorité, 87%, ont besoin d'un test, d'une validation extérieure qui officialise le fait que effectivement, ils sont au potentiel.
ils en ont besoin pour eux, ils en ont besoin parfois pour leur entourage, c'est ce qu'on va voir après, mais en tout cas, ils ont besoin d'une validation. Donc je te répète les étapes qui peuvent changer d'ordre, bien sûr. Hein. Première étape, c'est la sidération. Oh. Deuxième étape, c'est le déni. Non, c'est pas possible, ça peut pas être pour moi, je suis pas au potentiel. Troisième étape, c'est la colère. Mais comment ça, comment on n'a pas pu s'en rendre compte plus tôt? C'est la faute à qui? Quatrième étape, relecture de sa vie sous un autre angle. Cinquième étape, petite phase de dépression et de douleur. Sixième étape, c'est l'acceptation, le soulagement. Et septième étape, c'est l'autorisation. On est dans le plus haut degré d'intégration du haut potentiel. Maintenant que tu as compris toutes ces étapes, tu as compris toutes les phases, il faut savoir que tu n'auras jamais une réponse officielle et définitive sur ta surefficience si tu restes tout seul dans ton coin. Comme je te disais, seulement de 3%. Donc c'est normal de douter sur ton haut potentiel. Et il se peut aussi que tu doutes et que tu ne sois pas au potentiel aussi. C'est possible aussi. Donc tu vas avoir besoin d'un dépistage. Mais attention, il ne s'agit pas d'un diplôme, ni d'une attestation qui donne droit à quoi que ce soit. Qui que tu ailles voir aujourd'hui, que ce soit un psychologue, un thérapeute, que ce soit, c'est pas un diplôme, un dépistage de la douance. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. C'est pas un diplôme, c'est pas une attestation. Tu peux pas aller voir ton employeur avec un truc, voilà, on m'a dépisté au potentiel, maintenant j'ai droit à. Non. C'est valable pour les enfants, les mineurs qui peuvent avoir certains aménagements, certaines réorientations, mais les adultes, ça donne droit à rien du tout. C'est surtout une confirmation qui ouvre lieu à une introspection qui va te permettre de te libérer. Tout simplement, je parle pour l'adulte. Et là, il existe deux options pour valider officiellement. Première option, c'est le test VICE-4, le test de QI, dont on parle beaucoup. Je te mets une vidéo ici pour te dire, tu iras voir ce que je pense du test de QI. C'est intéressant, mais ce n'est pas la panacée. Et il y a une deuxième option, c'est le dépistage par un expert de la douance qui, lui, a l'habitude d'avoir affaire à cette population. Parce qu'il y a vraiment des caractéristiques à prendre en compte. Le dépistage doit être holistique. Et là, tu as deux options. Soit tu te dis, ok, je passe un test de QI et ça me suffit, avec toutes les informations que je te donnerai dans les vidéos, soit tu passes un dépistage par un expert. Et quand on se rend compte de la complexité du fonctionnement du haut potentiel, on ne peut que se rendre à l'évidence, et bien effectivement, c'est très difficile de juger un haut potentiel sur juste un chiffre de QI. Le QI, c'est, on va dire, très limitant pour juger de la complexité de fonctionnement d'un haut potentiel qui a plusieurs intelligences, dans plusieurs angles, intelligence cognitive, intelligence émotionnelle, et tout ça, c'est très difficile de le réduire juste au QI. Va voir la vidéo qui t'explique un petit peu tout, je ne vais pas refaire ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est pour ça que les experts de la douance mettent en place leur propre test de dépistage. Donc si vraiment toi tu as ce besoin, tu fais partie des gens qui ont besoin de se faire dépister, tu as dans le lien de cette vidéo un lien qui va te mener vers l'explication de ce que c'est que le test de dépistage que je propose. Et le premier résultat immédiat que tu vas avoir lorsque tu vas apprendre ta surefficience, lorsque tu vas valider officiellement ta surefficience, c'est justement passer la phase de sidération, mais surtout qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un soulagement. Tu vas avoir un certain soulagement parce que tu vas dire « Enfin, ça y est, j'ai pu passer le cap, je sais qu'il y aura un avant, il y aura un après, je ne serai plus le même, mais ça y est, je suis en train de comprendre comment je peux me réaligner avec tout ça, comment je peux me réaligner avec moi-même. » Et le test de dépistage, justement, il doit être holistique. Donc que tu ailles voir un thérapeute, que ce soit moi ou un autre, mais vérifie bien que le test soit un test holistique. C'est-à-dire qu'il englobe toutes les facettes du fonctionnement du haut potentiel, et pas seulement juste le QI. Parce que le QI ne tient pas compte de tout ce qui est la modélisation, la capacité de synthèse de l'esprit d'un haut potentiel. Il ne tient pas compte de la capacité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle du haut potentiel. Donc, il faut que ce test englobe
soit plusieurs tests, ou sinon tu décides de passer plusieurs tests, mais le test de QI, il n'est pas suffisant, de mon point de vue, pour un haut potentiel. Donc, le résultat d'un test, c'est que tu vas avoir ce soulagement et que tu vas pouvoir commencer à choisir la route vers laquelle tu vas, la route vers laquelle tu vas rentrer en introspection pour apprendre à te connaître, apprendre à utiliser ton mode d'emploi, et au moins, tu vas pouvoir te mettre sur une voie d'épanouissement, une voie de changement. Et le dépistage de la douance, tel que je le propose, je t'explique rapidement comment ça se passe. C'est un rendez-vous qui dure à peu près 1h30 à 2h, tout dépend à quelle vitesse une personne répond aux questions, parce qu'on va souvent rechercher des informations dans le passé, dans le vécu. Donc il y en a pour certains, ça va très vite, d'autres, ils sont vraiment obligés d'aller chercher dans leurs souvenirs, certains ont les souvenirs totalement effacés. Et il y a certains qui ont besoin d'expliquer de manière longue chaque réponse. Donc ça dure entre 1h30 et 2h en fonction des réponses. Et là, on va englober toutes les facettes de la personnalité. Il va y avoir des tests psychotechniques, comme dans notre test QI, mais c'est 1/10 du test. Ce ne sont pas que des tests de psychotechnique. Et il y a beaucoup de questions sur son passé, son enfance, son mode de réaction, comment on fonctionne. Il y a des questions qui sont même très récurrentes, qui reviennent à chaque fois sous un angle différent, pour vraiment que le thérapeute, l'expert, puisse comprendre comment la personne pense, réagit, ses émotions, son évolution, dans sa vie entière. Est-ce qu'elle a tout le temps été comme ça ou pas? Quelle était sa perception? Pour vraiment avoir une analyse fine et réussir à dire, ok, cette personne-là, effectivement, elle a un haut potentiel, c'est une personne qui fait partie des surefficients, ou non, tout en sachant qu'il n'y a pas, comme veut nous le faire croire le monde très restreint de certaines personnes, que passer 125, 130, on est au potentiel, et en dessous, on n'est pas au potentiel. C'est faux, la barrière n'est pas si franche que ça. Il y a des personnes là on parle de QI pur, c'est pour ça que le test il est un petit peu biaisé, le test du QI. Il y a des personnes qui ont un QI qui est supérieur à 125, 130, mais qui ne sont pas vraiment des hauts potentiels. Ce sont des brillants bosseurs qui sont devenus intelligents et qui passent un test de QI parce qu'ils ont des aptitudes mathématiques, des aptitudes... Bref, ça dépend du milieu social, etc. Ils vont être brillants, mais pas au potentiel, donc avec un grand QI. Et certains hauts potentiels vont être en dessous des 125-130 de QI, parce que par leur milieu social, par leur entourage, par leur façon de se dévaloriser, ils ont été dévalorisés, ils n'ont pas confiance en eux, et donc ils vont sous-performer au test de QI, et donc ils vont être au potentiel en dessous des 125. C'est pour ça que le test de QI est trop limité pour moi par rapport à ça. Et donc on peut se retrouver avec des hauts potentiels qui ont un QI très faible, ils n'ont pas non plus un QI de 90 non plus, mais avec des personnes qui sont brillantes mais qui ne sont pas au potentiel. Et c'est là où ce test doit être très holistique, très global. Donc on doit accepter d'avoir des questions sur toute son enfance, sa personnalité. Il y a des tests psychotechniques, des tests sur les émotions, réactions émotionnelles. Et ce test, il est très complet pour apporter une réponse la plus précise possible. Et quand on apporte une réponse, quand le thérapeute apporte une réponse, quand j'apporte une réponse, c'est pas juste un tampon noir et un tampon rouge. Il n'y a pas marqué au potentiel ou pas au potentiel. C'est un compte rendu vraiment très complet qui va te permettre justement de voir comment tu fonctionnes, quel type de personnalité tu as, si tu es au potentiel ou pas bien sûr, mais quelles sont les voies d'exploration, qu'est-ce que tu peux faire, ne pas faire, et que la réponse soit positive ou négative, dans tous les cas tu es gagnant parce que tu vas apprendre à te connaître. Donc que tu sois au potentiel ou pas au potentiel, je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir et me disent « Siegfried, là je suis au bout du rouleau, je pense que je suis au potentiel, si je suis pas au potentiel, là je comprends plus et je sais plus si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est, mais alors je sais plus comment faire. » Eh bien justement, que tu sois au potentiel ou pas, avec ce compte-rendu, tu en apprendras plus et tu sauras justement vers où t'orienter. Parce que certaines personnes viennent me voir, elles pensent être au potentiel, mais ne le sont pas, mais quand elles ont le bilan, elles se disent « Ah oui, mais en fait, c'est parce que je réagis comme ça, mais c'est parce que je suis comme ça. » Donc même sans être au potentiel, ça fait des voies d'amélioration et d'épanouissement. Et quand on est au potentiel, là on a tous les résultats en se disant waouh, mais en fait ça y est, je comprends mieux comment je fonctionne, voilà ce que je pourrais faire, voilà le métier que je pourrais faire. Et ce compte rendu il est très complet et donc déjà ça fait beaucoup d'informations, on a le temps d'intégrer beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions, beaucoup de voies d'exploration. Et ce compte rendu c'est pas juste un papier avec marqué oui ou non, c'est pas un diplôme avec marqué qu'on va encadrer au mur, tiens je suis au potentiel. C'est un compte rendu complet qui se base sur plusieurs tests, plusieurs méthodologies pour déterminer si on est au potentiel ou pas. Donc,
Maintenant que tu connais toutes ces étapes, tu sais qu'il y a un cheminement dans lequel tu vas passer si tu veux aller plus loin. Si tu veux passer un test dépistage, si tu en as besoin, que tu fais partie de ces personnes qui en ont vraiment besoin, tu as un lien dans la description. Il y a des rendez-vous qui sont bouclés pendant des semaines, donc si tu as la chance de trouver une place rapidement, c'est quelqu'un qui s'est désisté. Et sinon, si tu as autour de toi un thérapeute à proximité spécialisé sur le potentiel, donc c'est pour ça que question à poser à un thérapeute, si tu dois avoir un thérapeute pour passer un test de dépistage, tu lui dis est-ce que vous faites passer des tests de dépistage spécifiquement pour les hauts potentiels? Oui et non. S'il te dit oui, tu dis ok, quel type de test vous faites passer? S'il te dit test VICE-4, tu dis vous n'avez pas des tests un petit peu plus complet, un peu plus holistique, qui touche sur les émotions, tout ça, quelle est votre approche? Et là, tu vas rentrer dans un dialogue où la personne, soit elle va te convaincre ou pas d'aller passer un test, mais pose-lui des questions, ne lui dis pas juste est-ce que vous dépistez les hauts potentiels ou pas, parce que beaucoup de personnes vont te dire oui, je le fais, mais oui, même de manière bienveillante, mais oui, je vous dépiste, moi. Et si on se base que sur le test VICE, va voir la vidéo et on en reparlera. Merci de m'avoir écouté. Félicitations d'être allé jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'oublie pas de les poser en description. Mets un petit like, un commentaire et surtout partage la vidéo à quelqu'un, un ami, un parent qui pourrait en avoir besoin pour comprendre toutes ces étapes vers l'épanouissement en tant qu'au potentiel. Parce qu'il faut connaître ces étapes. Parce que quand on lit un livre tout seul dans son coin, qu'on découvre qu'on est peut-être surefficient, tu vas peut-être passer par toutes ces étapes sans les comprendre et tu vas dire mon Dieu mais je suis en dépression, puis d'un coup j'ai de la colère. Il faut les connaître pour les intégrer. Donc partage à quelqu'un que ça pourrait aider et je te dis très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.